couler vers le bas, et il désirait furieusement couler avec elle. La règle l'interdisait, mais il avait souvent passé outre. Abandonner son corps en sentinelle était l'enfance de l'art pour un corrège. Dans un froissement mouillé, un grand oiseau déchira la nuée. Célène décida de le suivre. Ses bras écartés se tétanisèrent un instant avant de s'affaisser en douceur. Sur la terrasse, le corps abandonné ressemblait à une statue de marbre, aux yeux clos. Célène tombait. Il s'était accordé à la pluie, tellement que cette pensée lui vient. Je pleus sur la ville. Moi, Célène, je suis la pluie. Ensuite, au cours d'une soirée branchée, Célène rencontre une étaïre qui l'a beaucoup troublée, une femme, et il choisit, puisqu'il doit faire une performance, donner une performance, il choisit de l'imiter. Il l'imite une première fois en parodie, mais ensuite sérieusement. Il s'était déconcentré, la figure de la fille devenait floue. Il s'attacha à la reproduire, mais cette fois sans caricature, le plus finement possible. Des murmures d'admiration accompagnèrent cette élaboration. Lorsqu'il eut terminé, le corrège entreprit de créer un autre double à l'étaïr. Un nouvel être ressemblant trait pour trait à la fille surgit du néant. Mais celui-là était nu et de sexe masculin. Très doucement, il enlaça son alter ego féminin. Les deux figures se brouillèrent comme les statues de cire coulant sous la flamme. Lorsque l'image redevint nette, il ne restait qu'une étaïr, et son corps nu était hermaphrodite. À cheval sur les 2 dernières décennies, on trouve toute une variété donc de textes qui déclinent le motif du corps, inclus dans la narration et qui la rendent possible. On a par exemple le métamorphisme permis par la technologie avec immortalité ambiguë à la clé. Je vous lis un court extrait d'un texte intitulé Autoportrait, vraiment très court extrait. Le jour où Dorian fit don de son pénis au musée de la ville, j'étais seule à l'accompagner. Il y a aussi, c'est un extrait de Jean-Claude Signac. Autoportrait. Autoportrait. C'est l'incipit. Il y a aussi les retombées psychosociologiques, par exemple. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est donc un texte un petit peu plus long de Jean-Claude Dignac cette fois, intitulé Histoire d'amour avec chute. Le visage de Nian, surimposé au mien, me nargue en boucle d'animation continue. Un clin d'œil suivi d'une moue. Le texte de l'invitation s'inscrit sur ses joues en idéogramme clignotant. Elle fête ses nouveaux seins et compte sur ma présence. Pour ses 20 ans, son père lui a offert les essais en soufflerie nécessaires ainsi que l'aide d'un cabinet de design industriel. J'ai testé en virtuel les modèles possibles et contribué à sculpter les ovoïdes crémeux pour les rendre plus aérodynamiques. Avec des data gloves, qu'est-ce que vous croyez? Nian et moi ne sommes pas amants, tout juste voisins de réseau. Mais l'idée de base d'une poitrine qu'il suffit de lécher pour que jaillissent de nouveaux mamelons est de moi. La disposition des grains de beauté en constellation le long du sillon me doit aussi quelque chose. Mon nom est gravé sur la biopuce incrustée sous la peau, côté droit. Copyright 2037, tout droit réservé. C'est mon premier vrai travail dans le domaine, mais j'en suis assez satisfait. Si ces seins plaisent, je toucherai les droits d'auteur. Nian a tout ce qu'il faut pour être à la mode. Elle surfe au sommet de la vague depuis plus longtemps que n'importe qui. Cela me laisse avec mon propre problème. Je suis 100% intacte, l'article originel, brut de la matrice. Parfaitement démodé. La fascination du corps de l'autre aussi complètement autre pour des relations interraciales avec une vengeance. Par exemple, ici, un texte de Sylvie Lenné, Les yeux d'Elsa, où Elsa, en fait, comme on va le découvrir, est un dauphin. J'ai posé ma main sur sa tête, tout doucement, sur ses yeux gris refermés. Je suis descendue lentement. Et soudain, des profondeurs de son larynx, juste sous ma paume, est monté un chant incroyablement musical, très haut, modulé, vibrant. J'en ai tressailli dans tout mon corps,
d'émotion pure. Mon autre main s'est rapprochée de la première, instinctivement. Elles se sont rejointes et j'ai étreint la base de sa tête, son corps souple et puissant, et le chant est monté encore plus haut, me transperçant comme un appel surhumain. Je me suis allongée contre elle, sur elle, et elle a chanté si beau, si fort, qu'il n'y avait plus rien au monde que son chant qui montait et qui m'emportait, et mon corps qui vibrait contre le sien avec sa chanson d'amour pure, si haut, si haut. Elle m'a fait monter très haut, moi aussi, si haut que j'en ai gémi puis crié avec elle, dans une incroyable explosion de jouissance enfin libérée. Il y a aussi l'appropriation dévorante du corps de l'autre, un extrait maintenant de mon propre texte, oui, Terre des autres. En fait, 2 extraits qui vont se suivre, qui sont de narrateurs différents. Ils se mirent à se caresser comme 2 créatures qui se retrouvent après une longue séparation. Elle se retrouva finalement sur le ventre et il grimpa sur elle. Elle sentit son sexe, si elle un de ses 2 pénis, qui la pénétrait, et d'un gémissement, elle l'enjoignit de continuer en enroulant sa queue tout autour de lui. Il s'enfonça plus profondément en elle, et elle gémit de nouveau, cette fois de satisfaction. Elle sentit ses pattes puissantes la gripper à bras-le-corps. Même s'il était plus petit qu'elle, il n'en était pas moins formidablement puissant. Il lui mordilla la crête, et alors le plaisir se diffusa dans tous ses membres. À présent, il comprenait pourquoi cette partie de son anatomie d'emprunt était si sensible. C'était aussi une zone effroyablement érogène. Elle souleva le bas de son corps, et il se mit à aller et venir en elle en mordant plus fort sa crête, et cette sensation était la plus délicieuse qu'elle eût connue depuis longtemps. Elle se demanda un instant de quelle couleur pouvaient bien être leurs 2 fanons, puis elle sentit comme une chaleur dans son ventre et oublia de se poser des questions. Aussitôt, il enfonça son second pénis en elle et le plaisir crut d'un cran puis éclata. Plus jamais après ce soir-là, ils ne s'accouplèrent. La période de rude se résorbait, mais Sel ne doutait pas que les Darces fussent capables d'avoir des rapports sexuels, même en dehors des périodes de reproduction. Si elle avait bien compris, et si vraiment Klimt avait des relations sexuelles avec des individus de son propre sexe, cela était le signe que cette espèce était suffisamment évoluée pour distinguer la reproduction de l'accouplement. Un autre extrait du même roman avec un autre point de vue. Son bras droit a beaucoup repoussé. Chaque jour, au lever du Lirst, lorsqu'elle se sent encore seule au monde dans le camp, elle mesure ses progrès. Déjà, il a perdu un peu de sa couleur tendre des premiers bourgeons et les tissus sont presque entièrement fonctionnels. Elle en fait travailler les muscles, elle en mesure l'élasticité des tendons. Elle contemple sa surface dans l'aube naissante. Bien sûr, c'est encore un petit bras ridicule, celui d'un enfant, mais il ne faudra qu'une dizaine de jours encore pour qu'elle obtienne encore un beau bras de Darst bien conformé. Un beau bras à jeter en pâture à ses bourreaux. Elle reste prostrée dans son enclos, regardant ses membres pousser pour rien, ou en tout cas pas pour elle. Ils ont bien dû lui couper chaque jambe et chaque bras 2 ou 3 fois, mais elle s'est vite lassée du décompte funeste. Elle a fini par comprendre que, au lieu de la charcuter tout d'un coup bien proprement, on la dégusterait à petite dose et que ses bras, ses jambes, sa queue deviendraient une nourriture de choix au sein du clan, un mets distribué aux élites. Comme une plante exotique qu'on laisse croître pour le plaisir d'en déguster les jeunes pousses. Il y a aussi, bien sûr, la nostalgie de la fusion avec l'autre, une fusion qui, dans le texte de Jean-Claude Dugnac, trace nos traces dans la neige, passe par le corps, et uniquement par le corps. Il s'agit d'extraterrestres qui sont perdus sur la planète qui est la nôtre, je pense, et ce n'est pas E.T. Phone Home du tout. Ils se donnent rendez-vous à des rendez-vous rituels sur la montagne, en haute montagne, dans la neige, pour se retrouver de temps en temps avec leur véritable moi, qui est le moi collectif. Et voilà comment ça commence. Lorsque les derniers rayons du soleil nous inondent, je commence à me dissoudre. Je n'ai plus d'enveloppe, plus de frontières, la tresse m'a englouti.
J'ai vidé mes cavités des sensations accumulées depuis notre dernière rencontre sans pouvoir me retenir. Le liquide s'écoule hors de mes récepteurs vers la poche amniotique qui se forme au centre de nos corps soudés. Peu à peu, les informations s'ordonnent, le liquide s'éclaircit, puis vient l'instant merveilleux où ma fibre principale effleure une corolle qui ne m'appartient pas. Les récepteurs chimiques dialoguent et s'accordent, nos filaments se nouent, d'autres fibres se lovent amoureusement autour de la mienne, des tourbillons agitent la poche afin de hâter le processus. Nous ne jouons pas à nous dérober, à nous faire désirer comme autrefois. L'urgence de nos besoins est telle que nos corolles s'enchevêtrent sans attendre, avec une hâte qui confine à la maladresse. Les nœuds se forment. Pour un moment, nous avons cessé d'être seuls. Il y a aussi la participation au corps de l'autre, mais d'une façon virtuelle que la télépathie de l'âge d'or n'avait pas vraiment explorée comme telle. Alors, je voulais un court extrait de la saga d'Ilige, de moi aussi. De Sylvie. Donc, c'est la saga d'Ilige qui se déroule dans un futur pas trop loin de chez nous. J'ai appris avec le temps qu'il est plus efficace de laisser les spectateurs me découvrir peu à peu. Pour moi aussi, l'effet d'un dépouillement graduel est plus puissant. Il m'arrive parfois de me sentir écorchée vive lorsque, graduellement, le public me dépouille des habits qui me recouvrent. Pourtant, ce soir, je ne porte pas de vêtements à proprement parler. Je me suis plutôt vaporisé le corps d'une fine couche de latex qui remonte le long de mon cou en longue traînée et ne laisse que ma tête découverte. Du latex rouge, comme l'image de sang qui m'obsède, une fine couche veloutée qui me recouvre comme un vêtement trop ajusté. Indécent, qu'il faudra m'arracher ou me découper sur le corps afin de m'exposer. Cela promet d'être intéressant. Aujourd'hui, je serai une marchandise sur la chaîne de montage, comme croit en avoir décidé le public, influencé par la musique industrielle qui se répercute maintenant à tue-tête sur les murs de la salle de cinéma désaffectée. Le couteau a déchiré un pan de latex dans mon dos, comme si c'était mon épiderme qui l'entaillait. J'ai perçu le frisson de mon auditoire lorsque ma peau nue, vulnérable, humide, attendrie, s'est révélée. Les lanières de cuir mordent maintenant ma chair, leur bruit numérisé me fait sursauter à chaque coup, et bientôt, le public m'a devant lui tel qu'il me veut, un morceau de chair consentante qui leur renvoie l'image de leur propre puissance. Je sais qu'ils goûtent chaque nouvelle rougeur sur ma peau, chacun de mes gémissements, toute nouvelle réaction physique que je ne peux leur cacher. C'est sans doute pour mieux contempler mon plaisir anticipé que très vite la lame progresse jusqu'à mon entrejambe, coupant en deux mon corps de latex, révélant mon sexe lubrifié. Moi, en proie à la souffrance, je savoure la force que leur confère ma reddition. Le fait est que malgré tous les prestiges de la technologie, on n'arrive pas à faire disparaître le corps. Il ressurgit sans cesse, que ce soit dans la science-fiction francophone ou anglophone, quoique celle-ci soit peut-être allée plus loin dans l'effacement de l'organique, avec par exemple la Greg Egan. Même le corps artificiel a une âme dans la science-fiction. Ça commence très tôt avec les androïdes, par exemple de Silverberg dans La Tour de Verre. Bon. Et s'il meurt, ce corps artificiel, c'est qu'il a existé, il a vécu. Un dernier extrait de Von Arboux, la maison au bord de la mer. Dans le parc aux colibris, la dormeuse dormait, nonchalante, en plein soleil. Le marcheur s'est arrêté et avec cette impossible lenteur, il a commencé à s'asseoir près d'elle, mais cette fois le mouvement a continué. Il s'est replié contre elle, il a posé sa tête au creux du bras sur lequel la dormeuse appuyait la sienne. Il a fermé les yeux, le mouvement s'est arrêté. Et la suiveuse s'est assise près du marcheur enfin arrivé, et elle a regardé sa chair devenir pierre, comme l'éclosion à la surface de la peau d'un lent et ultime frémissement venu des profondeurs, et puis ce raidissement imperceptible, tandis que les cellules se vidaient de leur substance sublimée et que leurs parois se minéralisaient, rapide comme l'ombre d'un nuage, l'extinction de la vie. C'est que le corps, la matière du corps, c'est toujours fantasmatiquement la matière du réel, et que l'imaginaire n'est pas prêt à renoncer à celle-ci, sinon à celle-là. Comme le dit l'un des protagonistes de Duniac dans la nouvelle L'âge d'or du réel,
commence ainsi: « J'ai vécu l'âge d'or du réel », implicitement il est donc terminé, « mais je ne peux toujours pas marcher sans trébucher. » Et ceci sur les lèvres d'un mécanote, qui est une espèce de créature absolument hallucinante. La forme qu'il arbore depuis son arrivée sur l'astéroïde est celle d'une chenille hérissée d'excroissances diverses. Il n'y a personne pour le voir. Au fil des millénaires, il a été successivement nuage d'énergie, fonction d'onde complexe, tissage fractal de nuances de gris, semblable à l'écume d'une vague quantique. La réalité corporelle de ce mécano nous échappe pas mal. Et cette phrase de Dugnac, « J'ai vécu l'âge d'or du réel, mais je ne peux toujours pas marcher sans trébucher », m'a curieusement rappelé cette phrase de Madame du Deffand au XIXe siècle, au moment où naît le fantastique, le genre fantastique, quand elle disait, avec la schizoïdie caractéristique du fantasmatique, « Je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur », qu'on pourrait adapter aujourd'hui pour le sujet de notre lecture en « J'ai un corps, mais je ne suis pas sûr de l'être », ou si vous voulez l'inverse, « Je suis un corps, mais je ne suis pas sûr de l'avoir ». Merci, et on peut aller manger maintenant. Merci donc à Elisabeth et Sylvie pour cette séance donc de lecture particulièrement riche qui nous a fait aussi découvrir des